Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à Gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'entretient avec Dr Madeleine Poirier, qui est chirurgienne colorectale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Santa Cabrini, donc dans le CIUS de l'Est de Montréal. C'est un épisode peut-être un peu plus technique, mais vous allez voir, Dr Poirier, c'est pas pour rien qu'on l'a invitée. Premièrement, elle est très chaleureuse. C'est aussi une personne qui est très bonne pour vulgariser les différents termes et les différentes situations dont on va parler. Donc aujourd'hui, l'épisode sert à plusieurs choses, entre autres peut-être à se préparer ou encore avoir de l'information sur lesquelles on serait peut-être curieux dans notre parcours de patient ou encore de proche d'une personne atteinte d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc on va discuter des différents types d'interventions, que ce soit un drainage d'abcès, une stomie, un réservoir en J, communément appelé le J-pouch. On aborde tout ça. On parle aussi de préparation à la chirurgie, le rôle que le patient peut se donner pour vraiment améliorer sa situation dans le cas d'une chirurgie. On parle de rétablissement après chirurgie aussi, puis vraiment le rôle de l'entourage, du mental dans tout ça. C'est un épisode vraiment intéressant que je vous invite à écouter. Je vous laisse là-dessus, puis à bientôt. Docteur Madeleine Poirier, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Docteur Poirier, on l'a dit en introduction, mais vous êtes chirurgienne colorectale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Santa Cabrini, mais là, vous m'avez dit que c'était regroupé maintenant, oui, c'est bien, ça? c'est rendu le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Alors, c'est plus rendu deux hôpitaux distincts, là. C'est supposé être un groupe d'hôpital, en fait, ouais. OK, parfait. Puis, la chirurgie colorectale, qu'est-ce que ça regroupe à peu près? C'est quoi votre champ d'expertise? Fait qu'habituellement, la chirurgie colorectale, on est des chirurgiens généraux qui ont fait une surspécialité. Alors, un fellowship en chirurgie colorectale. Le fellowship peut durer entre 1 à 3 ans, dépendamment de ce qu'on décide de faire, dépendamment si on le fait au Canada ou on le fait aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et la surspécialité inclut surtout l'expertise dans le traitement des cancers colorectaux en premier lieu, alors cancer du rectum et de l'anus spécifiquement, mais aussi tout ce qui est chirurgie anorectale, alors la spécialité au niveau de l'anus, du rectum, des hémorroïdes, toutes ces petites choses-là, et finalement aussi l'expertise dans les maladies inflammatoires de l'intestin au niveau chirurgical. OK, donc des patients avec des maladies inflammatoires, vous en avez vu pas mal dans votre carrière. Oui, parce que c'est une des surspécialités. Alors, la plupart du temps, on va se faire référer les patients par les gastro-entérologues, parce que c'est comme si on travaille vraiment en équipe. Les gastro-entérologues, ce sont les spécialistes au niveau du traitement médical de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse. Et les chirurgiens colorectaux vont être les spécialistes au niveau des traitements chirurgicaux pour ces deux maladies. C'est ça, parce qu'on parle de... Moi, c'est une petite subtilité que j'aime beaucoup dans le vocabulaire médical, là. On parle de traitements chirurgicaux. Donc, tu sais, souvent, on voit la chirurgie comme quelque chose qu'il faut subir. D'ailleurs, dans le vocabulaire, on va dire « j'ai subi une chirurgie », mais vraiment, ça a une utilité, la chirurgie. Elle sert toujours comme option de traitement à un certain moment dans le parcours du patient. Oui, ça dépend... Oui, absolument, oui, c'est une bonne question. En fait, c'est que ça peut être une aide, ça peut être complémentaire, puis ça peut être une fin en soi aussi. Fait que ça va vraiment dépendre où on est rendu, surtout pour la maladie inflammatoire de l'intestin. Par exemple, on peut faire partie du traitement pour drainer des abcès, par exemple, sans avoir de fin en soi sur le traitement de la maladie. Ça veut dire que il peut y avoir une complication pendant un certain moment dans la vie de ce patient-là qui développe un abcès parce que sa maladie de Crohn est mal contrôlée au niveau médical, par exemple, ou parce que c'est un nouveau diagnostic. Alors là, nous, on va faire un aspect technique pour aider le patient dans un moment aigu, mais qui doit aussi, par la suite, complémenter son traitement médical et souvent, ils n'ont pas besoin de nous pour longtemps. Et ça dépend, là. Ça, c'est un exemple très court versus un patient qu'on suit longtemps pour une colite ulcéreuse, par exemple, où on fait une chirurgie beaucoup plus définitive et qu'on va les suivre à long terme. OK. Puis tantôt, par exemple, là, on parlait d'un abcès. Moi, je me souviens, j'en ai fait plusieurs, là, vous le savez. La première fois que j'ai fait un abcès, on dirait que je ne savais pas exactement c'était quoi. Qu'est-ce qui définit ou décrit un abcès? Bien, la définition d'un abcès, c'est facile, en fait. C'est des bactéries avec des globules blancs.
OK. C'est ça qui fait un abcès. Il faut avoir la combinaison des deux pour pouvoir avoir un abcès qui est une collection de pus, en fait. Mais le pus est vraiment, a besoin de 2 éléments. Des bactéries en même temps que des globules blancs. Fait que des fois, on peut avoir juste des bactéries sans globules blancs. Un bon exemple de ça, c'est quelqu'un qui est immunosupprimé, qui n'a aucun globule blanc. Comme les patients à Maisonneuve, on a une expertise là, en hémato-oncologie où il va y avoir beaucoup de greffes pour les moelles osseuses et tout ça. Alors, des fois, on va se faire demander pour un patient qui a de la fièvre, qui a probablement un abcès, mais qui ne peut pas développer d'abcès parce qu'il y a la bactérie, mais il n'y a pas les globules blancs. Alors, c'est ça que ça prend. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'un patient avec une maladie de Crohn va développer un abcès? C'est surtout les gens avec les maladies de Crohn qui vont développer l'abcès, moins les patients avec les colites ulcéreuses. Malgré que toute personne dans la région anorectale peut développer un abcès. Fait que chez la population en général, habituellement, c'est une infection des glandes cryptoglandulaires dans le canal anal. J'explique souvent ça aux patients. Moi, je fais des dessins. Okay. J'explique aux patients. Je suis quelqu'un de visuel, puis ça leur... je pense que comme ça, j'atteins les deux, et les visuels et les auditifs. Alors, il va y avoir un blocage des glandes cryptoglandulaires qui va faire une collection de bactéries et avec les globules blancs, ça va devenir un abcès qui va sortir à la peau proche de l'anus. Pour la maladie de Crohn, habituellement, c'est la maladie en tant que telle. Ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans le canal anal ou dans le rectum qui va causer l'abcès. Alors, un patient qui a une colite ulcéreuse peut avoir un abcès cryptoglandulaire ordinaire. Des fois, c'est difficile de distinguer entre les deux. Par contre, c'est pour ça que les maladies de Crohn vont avoir des abcès un petit peu plus compliqués. C'est souvent pas juste un endroit qui est impliqué, mais c'est la maladie sous-jacente. Fait qu'on va drainer l'abcès. On va faire quelques techniques pour aider le patient à plus avoir mal puis à avoir une résolution de l'infection. Et ensuite, on va pouvoir maximiser le traitement médical. Puis souvent, ces abcès-là, donc, sont causés par autre chose. On parle souvent de fistule quand ça arrive. C'est quoi une fistule? Fait que dans 40% des cas, quand on a une infection cryptoglandulaire, c'est qu'il va y avoir une communication qui va demeurer entre le crypte, la glande et la peau à l'extérieur. Fait que la définition d'une fistule, c'est une communication entre 2 épithélias. Fait que 2 parties épithélialisées, ça c'est un terme médical vraiment. Fait que l'intérieur de l'anus va avoir une certaine muqueuse qui est un épithélium et la peau à l'extérieur va être un 2e épithélium. Fait qu'il y a une communication qui s'établit entre ces 2 épithéliums-là. Ça, c'est la définition d'une fistule. Versus un abcès, c'est une cavité avec du pus dedans. OK. Fait qu'on n'est pas 100% obligé d'avoir une fistule quand on a un abcès. Habituellement, à peu près 40% chez la population en général, peut-être un petit peu plus élevé chez les Crohn. OK. Parce que oui, dans le fond, comme on l'a dit tantôt, l'abcès, c'est un mélange de globules blancs et de bactéries. Exactement. Oui, puis c'est pour ça peut-être que je me souviens m'être déjà pointée à l'urgence, puis j'avais beaucoup d'abcès périanaux. Puis le premier réflexe d'un infirmier, c'était me donner une civière parce que c'est très douloureux. D'être assis sur ses fesses, c'est pas vraiment confortable. Et 2, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui t'a causé ça, toi? Parce que je pense qu'ils en voient pour toutes sortes de raisons, comme vous l'avez mentionné. Puis des fois, je pense que c'est aussi une question de les gens qui se rasaient près de la région, ça peut créer ce genre de problématique. Ça peut être une infection pileuse. Alors, si on se rase et qu'on développe... ça peut être un trauma. Fait qu'on s'est accroché, on s'est gratté, on a tombé et on développe soit un bleu qui s'infecte. Aussi simple que ça, peut causer un abcès. On peut avoir une infection poil incarné. Ça veut dire qu'on se rase, soit qu'on se blesse et puis que... Parce qu'en fait, la peau, ça protège. Fait qu'aussitôt que la peau est ouverte, c'est une entrée potentielle pour les bactéries. Évidemment, dans la région périanale, il y a beaucoup de bactéries. Alors, si on a une porte d'entrée, que ce soit, comme je vous dis, par un traumatisme, que ce soit du grattage, que ce soit parce qu'on se rase, puis oups, le poil, il pousse croche ou qu'on s'est traumatisé avec le rasoir, on peut avoir un abcès dans cette région-là, par exemple. Une fissure anale. Une fissure anale on a une constipation, on déchire un petit peu l'intérieur du canal anal, on développe un abcès sous-jacent parce qu'il y a une déchirure dans la muqueuse. Fait que tout ce qui peut causer une porte d'entrée de la protection naturelle de la peau, puis là, il y a la peau périnéale, il y a l'intérieur du canal anal, et c'est là qu'on peut développer un abcès, en fait. OK. Puis ça se traite au départ, je pense, par antibiotiques. Si ça ne fonctionne pas, là, on va en chirurgie? Ou... ça dépend toujours. Un abcès en tant que tel, le meilleur traitement, c'est de drainer. Ça veut dire d'ouvrir l'abcès.
Mais quand c'est très superficiel ou s'il y a une cellulite associée, ça veut dire une réaction inflammatoire. Des fois, c'est surtout la réaction du corps qui veut se protéger. Puis des fois, en voulant se protéger, il empire le corps. C'est un peu drôle. Alors, on peut vouloir donner des antibiotiques en premier lieu. Mais le traitement standard habituel, c'est un drainage. Pour les maladies de Crohn, les abcès, les fistules sont souvent plus compliqué, il y a du tissu cicatriciel, des fois c'est plus difficile de savoir exactement, y a-t-il un abcès sous-jacent, c'est juste du liquide accumulé, c'est juste une cellulite. Fait que la cellulite, c'est une infection de la peau sans nécessairement avoir un abcès, ça veut dire une collection avec du pus. Alors à ce moment-là, on peut vouloir des fois essayer quelques jours d'antibiotiques, revoir le patient, est-ce que ça s'est amélioré? Parce qu'il y a certains antibiotiques qui vont avoir un aspect anti-inflammatoire, comme le métronidazole, par exemple, va aussi être bon chez les maladies inflammatoires pour diminuer la partie inflammatoire. Alors, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller en chirurgie pour faire une anesthésie et un drainage d'abcès en bol uniforme. Maintenant, tous les abcès n'ont pas besoin d'être drainés nécessairement en chirurgie. Ils peuvent être faits sous anesthésie locale à l'urgence, par exemple, dans certains cas. C'est sûr qu'encore là, pour les maladies inflammatoires, c'est moins facile parce que souvent, c'est des abcès qui sont plus profonds, plus compliqués et on va être sûr de bien les drainer. Alors, on va complémenter des fois avec de l'imagerie précise, comme une résonance magnétique, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un abcès, est-ce qu'il y a des fistules complexes, est-ce qu'il y a un abcès qu'on voit, mais il y en a un plus profond qu'on ne voit pas pour s'aider et faire le bon traitement une fois qu'on décidera de faire une chirurgie, par exemple. Et ensuite, on va aller au bloc opératoire pour être sûr de bien le faire et pas le faire juste de façon superficielle à l'urgence. Puis après ça, dans le fond, quand le patient se réveille après la chirurgie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après un drainage d'abcès? Est-ce que des fois, c'est peut-être juste moi, j'ai eu plusieurs scénarios. Là. Des fois, j'ai eu de la mèche compressée. Des fois, c'était des tubes. D'autres fois, des cétons. Et c'est quoi les différents scénarios possibles qu'on peut avoir? Bonne question. Souvent, on a une idée. Je vais essayer de préparer le patient avant pour que les attentes après soient plus faciles. Quand on sait qu'il y a une fistule chez un patient avec une maladie de Crohn, souvent, on va vouloir s'assurer que l'abcès ne revienne pas. Alors, pour gagner du temps, laisser le temps aux médicaments, par exemple, de faire effet, on va mettre ce qu'on appelle un céton. Fait qu'un céton, c'est une espèce de drain mou qui va passer à travers les deux épithélias dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va empêcher la fermeture de l'un pour plus qu'il y ait du pus qui s'accumule. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne développe plus d'abcès. Le désavantage, c'est qu'il va y avoir un inconfort quand même, puis on a un tuyau qui passe comme à travers, mais qui est quand même souple et assez bien contrôlé. C'est ça, c'est assez mince, là. Assez mince. C'est comme une espèce d'élastique de plastique, pas de caoutchouc, mais souple, mou, qui va pouvoir bouger à travers la fistule. Ce qui va faire plus mal, après, ça va être vraiment quand on a une grosse collection. Ça veut dire que quand la cavité, elle est grosse, on a plusieurs options. On peut choisir de faire un trou à l'extérieur très gros, ce qui va faire plus mal, qui va avoir un petit peu plus de difficulté à guérir. On va faire un trou plus petit, mais on va laisser une espèce de petit cathéter un peu en forme de champignon à l'intérieur, qu'on appelle un maléco, un drain. Et ce drain-là, il est rigide, il est ouvert, fait qu'il va permettre à la cavité de se refermer de l'extérieur vers l'intérieur sans fermer à la peau et que l'abcès se reproduise tout de suite. Et que ça, il va falloir l'enlever 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, dépendamment de la grosseur qu'on choisit de mettre ce drain-là et pour quelle raison on l'a mis. Et ça c'est un peu plus agaçant parce que c'est rigide et le patient le sent plus, mais ils sont quand même soulagés pareil parce que ce qui fait le plus mal, c'est la pression de l'abcès. Ce qu'ils peuvent s'attendre, c'est un soulagement immédiat de tout ça, mais il y a quand même une coupure à la peau. Ça va faire mal. C'est pas les mêmes terminaisons nerveuses. Fait qu'il y a une certaine douleur, mais qui est différente et qui est souvent moins pire. Il peut y avoir un drain ou pas. Bon, l'histoire des mèches. En médecine, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais en médecine particulièrement, vous allez rencontrer 4 chirurgiens, vous allez avoir 4 approches différentes. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement clairement dans la littérature la réponse parfaite. Il y a une certaine expertise, il y a ce qu'on s'est fait montrer dans notre entraînement qui peut être dans différents endroits dans le monde, comme je vous ai dit. Alors,
les mentalités, les cultures, les croyances sont différentes quand on n'a pas toutes les données probantes, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Les mèches, c'en est un exemple. Il y a quand même plusieurs études qui ont démontré que mettre des mèches, ça cause beaucoup de douleur, plus de douleur que l'avantage de garder la mèche, parce qu'il faut changer la mèche à chaque jour. Fait que ça fait mal quand on la met, la pression de la mèche est là, puis quand on la sort. Alors, moi, je mets pas de mèche, presque jamais, ou pour des cas, des fois, j'en mets juste une pour l'hémostase qu'on appelle. Ça veut dire pour pas que ça saigne ou pour le confort du patient la première fois. Je dis au patient, vous tirez dessus et c'est tout. J'aime mieux mettre un drain qu'on va laisser là et qu'on va enlever seulement une fois que de mettre plusieurs fois par jour une mèche. Dans un abcès périanal. Il y a d'autres raisons pour mettre des mèches dans des abcès ailleurs sur le corps. Mais en périanal, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'utilité, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup. Oui, c'est ça. Puis un truc, peut-être, tantôt vous mentionnez que, tu sais, des fois, les drains peuvent être inconfortables ou même... moi, le séton, on appelait ça mes bouclettes. J'habitais avec ma cousine à l'époque. Puis, tu sais, dans le sens où, moi, les miens, je pense que les sétons, je les ai eu pendant à peu près 6 mois. Parce que mon médecin m'avait dit, j'avais transféré de l'hôpital, puis mon médecin m'avait dit, garde-les autant que tu peux, parce que justement, ça va éviter que tes abcès reviennent, parce que dans mon cas, ils revenaient vraiment tout le temps. Puis, tu sais, au début, oui, c'est inconfortable, mais après ça, je jouais à la balle molle, j'étais capable de m'asseoir, de faire ma journée de travail et tout ça, c'était l'avantage. Un truc que je pense que j'aurais aimé qu'un autre patient me dise, fait que je vais le dire, là, quand on va à la salle de bain, pour les gars, c'est différent parce que quand tu urines, c'est séparé, mais les filles, j'avais une espèce de petite bouteille d'eau que je squeezais pour envoyer de l'eau fraîche sur la région en même temps que j'urinais, parce que c'est souvent l'urine qui vient brûler dans l'ouverture. Là. Ça, c'est un petit truc, s'il y en a qui écoutent. Je pense que même après les accouchements, il y en a qui font ça. Oui, mais c'est un bon point. On n'y pense pas des fois, là, nous autres, de vous le dire, mais c'est vrai parce que il y a une plaie ouverte qui est là tout le temps. C'est ça le but du séton, c'est de laisser la plaie ouverte. Fait que clairement, dépendamment de la proximité, si c'est vraiment vers l'avant chez la femme, il peut clairement avoir de l'urine qui va tomber là puis qui pourrait brûler. Fait que je vais m'en souvenir. Ah, faut se donner les petits trucs parce que souvent, on n'y pense pas, là, mais ça, c'est toujours bien. Puis sinon, on a parlé donc de tout ce qui est abcès. Vous faites d'autres types de chirurgie aussi pour les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires? Oui, on fait ça, beaucoup de chirurgie. Je dirais que quand même, avec le traitement médical qui s'est amélioré, on en fait moins que quand j'ai commencé, presque il y a 20 ans, à pratiquer. Parce que les traitements médicaux, biologiques ont vraiment changé la donne au niveau de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Mais on en fait quand même. Il y a des chirurgies un petit peu plus drastiques où il faut vraiment enlever le saignement d'intestin atteint. Et ce qu'il faut distinguer, c'est ça, c'est que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, c'est sur un spectre. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il cause et on sait que des fois, les gens qu'on va dire qui ont une maladie qui est une colite ulcéreuse vont éventuellement aussi se transformer en maladie de Crohn au fil des années. Mais c'est important, quand on sait à la base la distinction entre les deux, des fois, c'est assez clair. Au niveau de la pathologie, les biopsies, il y a certains marqueurs qu'on peut faire aussi dans le sang et tout ça. Bon, une fois qu'on établit ça, la distinction, elle est primordiale parce que la colite ulcéreuse est limitée au côlon, au gros intestin seulement, alors que la maladie de Crohn peut être active n'importe où. On dit de l'œsophage, dans le fond de la bouche, jusqu'à l'anus. Fait que c'est tout le grêle qui peut aussi être impliqué. Ce qui fait qu'on ne peut pas guérir une maladie de Crohn, mais on peut guérir une colite ulcéreuse. Le traitement le plus drastique pour guérir la colite ulcéreuse, c'est d'enlever tout le côlon jusqu'à l'anus. Et là, ça, c'est une chirurgie majeure. On enlève le côlon au complet, le rectum au complet, on laisse l'anus dans la majorité des cas pour la colite ulcéreuse. Ça veut dire qu'on laisse la petite muqueuse sur 2,5 cm, 3 cm, les sphincters, le sphincter interne, le sphincter externe qui nous donne le contrôle sur les selles. Et on peut, à ce moment-là, créer un réservoir pelvien où on va prendre le petit intestin, qu'on va faire un J avec. Sur les groupes de discussion, on appelle ça le J-pouch. Le J-pouch, okay. Le réservoir en J, exactement. Et on va venir connecter ce réservoir en J-là sur l'anus résiduel. Souvent, on va mettre une stomie temporaire le temps que tout ça guérisse et on ferme la stomie. Et les gens peuvent avoir une vie
relativement normal avec ça. Relativement normal, ça dépend de ce qu'on s'attend. Évidemment, on va dire en majorité, les gens vont, quand on va leur parler du réservoir pelvien, on va leur dire vous allez avoir entre 6 à 12 selles par jour, puis 1 à 2 la nuit. Mais c'est souvent des gens qui vont avoir, à cause de l'inflammation, beaucoup plus que 12 selles par jour. Ah oui, OK. Fait que, dépendamment de pourquoi on fait l'opération, parce qu'il y a aussi un risque augmenté de développer le cancer colorectal dans les maladies inflammatoires de l'intestin non contrôlées. Alors, dans certains cas, il va y avoir des changements précancéreux. Fait que le patient ne sera pas nécessairement très symptomatique de sa colite ulcéreuse, mais il va avoir une indication opératoire pour prévenir le cancer. Alors, c'est difficile pour un patient, des fois, de dire « moi, je veux une stomie à vie alors que j'ai aucun symptôme Ouais. » versus quelqu'un qui est très malheureux pour plein de raisons. Alors, ça, c'est une solution qui peut être faite. C'est pas une solution pour les Crohn, habituellement. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les maladies de Crohn vont avoir tendance à développer des fistules, des abcès, et souvent, on va causer plus de problèmes avec un réservoir pelvien qui peut... Techniquement, c'est une grosse opération, beaucoup de facteurs, beaucoup de problématiques techniques. Et à ce moment-là, il faut vraiment discuter avec le patient. Pourquoi on voudrait faire une opération versus une autre? Je vous donne un exemple. J'ai un patient à moi qui était chauffeur de taxi. Un réservoir pelvien, pour lui, c'était pas vraiment quelque chose de viable. S'il y a un client dans son auto et qui doit aller à la selle immédiatement, ben il peut pas. Puis là, la couche, ou une culotte d'incontinence, si ça se met à sentir, lui, il se sentait pas à l'aise avec ça. Fait que même s'il aurait pu, il a choisi d'avoir un sac permanent qui lui permettait une meilleure qualité de vie dans son cas, lui. Oui. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire, une des plus grosses opérations qu'on peut faire pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Maintenant, pour les maladies de Crohn, premièrement, ça va arriver. Comme je vous ai dit, il y a un spectre. Des fois, il y a une maladie qui est une colite ulcéreuse qui se transforme en maladie de Crohn. Fait qu'on peut avoir fait un réservoir pelvien en pensant que c'est une maladie inflammatoire de type colite ulcéreuse. Et finalement, on fait un réservoir et au fil des années, le patient commence à développer, souvent c'est qu'il va développer des complications de la maladie de Crohn dans son réservoir. Certains patients vont très bien vivre avec le réservoir pareil. Ils sont sûrement sélectionnés comme étant un type peut-être un peu moins agressif de la maladie de Crohn. Et ensuite, ils vont pouvoir vivre avec le réservoir pour le restant de leur jour assez bien. Mais la plupart du temps, on va plutôt offrir une résection segmentaire pour les maladies de Crohn. Ça veut dire qu'on veut juste enlever la partie malade pour laquelle on est demandé d'intervenir. Ce qui veut dire que la maladie de Crohn, le plus souvent, elle va toucher la dernière partie du petit intestin, qui est l'ilion terminal. Ça, c'est l'ilion terminal se jette dans le cécum, qui est la première partie du gros intestin. Puis le cécum, c'est là qu'il y a l'appendice, à droite. Okay. Fait que le petit vestige là, embryologique de l'appendice, c'est le cécum. Fait que c'est la partie souvent la plus souvent impliquée dans la maladie de Crohn. Et il y a certaines études qui montrent que quand on est jeune et qu'on a une maladie très localisée, ça peut valoir la peine d'enlever ce segment-là plus tôt que plus tard. Ça veut dire qu'on peut vouloir opérer alors que le patient n'a pas eu nécessairement 4 lignes de traitement pour une maladie qui est très courte et qui demande une chirurgie qui n'est pas débilitante versus de la médication, plusieurs années de suite avec des effets secondaires à long terme qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas tant parce que tous les biologiques ne sont pas utilisés depuis 20 ans. Puis, c'est une des discussions des fois qu'on peut avoir avec le patient, mais certaines études qui peuvent démontrer. Alors, on peut vouloir enlever seulement cette section-là, refaire une couture, puis que le patient vive plusieurs années sans aucun symptôme, avec des médicaments pour prévenir les rechutes, mais dans une quantité beaucoup moindre, avec une dose beaucoup moins forte. Je pense que ce qu'on m'avait expliqué, puis corrigez-moi si j'ai mal compris, là, c'est que souvent, en allant faire ça, en allant retirer la portion la plus malade, ce qu'on m'avait dit souvent, c'est que l'inflammation entraîne l'inflammation. Donc, en enlevant la partie la plus malade, on réduit la possibilité d'inflammer le reste ou on réduit un peu l'esprit d'alerte pour le reste du corps. Oui, c'est ça. On dirait que l'inflammation
amène l'inflammation, comme vous dites, c'est vraiment ça. Pourquoi le corps réagit comme ça, on n'est pas trop sûr. Il y a même certaines techniques chirurgicales qui vont dans ce sens-là. Il y a des nouvelles... Bien, c'est pas une nouvelle anastomose, mais c'est une anastomose qui a pris de l'ampleur. Ça veut dire, une anastomose, c'est de la façon qu'on coud les intestins ensemble pour rétablir la continuité. Et je dis souvent à mes patients, je suis comme un plombier fancy, en fait. Je coupe des tuyaux, puis je raboute des tuyaux. Là, les gens comprennent, trouvent ça drôle. Tu sais, ça détend l'atmosphère un peu, mais c'est vrai, c'est ça qu'on fait, en fait. C'est un job de tuyauterie. L'intestin, c'est des tuyaux. Alors, la technique pour recoudre dans la maladie de Crohn a évolué et on parle de technique où on essaie justement de minimiser le traumatisme au niveau du mésentère. Le mésentère, c'est le gras qui entoure l'intestin, dans lequel les vaisseaux sanguins se rendent à l'intestin et qui semble avoir probablement un rôle à jouer justement dans ce processus inflammatoire-là, la maladie de Crohn. Alors, il y a certaines techniques qu'on appelle le CONOS, où on va recoudre l'intestin de façon différente, qui semblent avoir diminué le risque que la maladie de Crohn revienne dans la couture dans laquelle on fait. Directement grâce à cette couture-là, il pourrait y avoir une modification. Oui, c'est pas juste la couture, mais c'est la technique qu'on fait exactement. Alors, il y a des données là, qui ont commencé à sortir dans les dernières années là-dessus. Fait que clairement, on comprend pas tout du processus inflammatoire, mais il y a de la recherche qui est faite là-dessus et c'est intéressant de voir là, les données qui vont sortir. Mais à première vue, il y a une étude qui était très intéressante là-dessus, qui nous fait faire cette anastomose-là un petit peu plus fréquemment maintenant, en pensant qu'on aide le patient à long terme pour diminuer la chance que la maladie de Crohn revienne dans un court laps de temps. Parce que si on ne donne pas de médicaments et qu'on fait une chirurgie chez la maladie de Crohn, ce que les études nous ont montré, c'est qu'il y a à 1 an après avoir enlevé le morceau malade, refait la couture, 50% des gens avaient une récidive microscopique dans une des parties là, de la couture. Ça veut dire qu'on ne le voyait peut-être pas à l'œil nu, mais quand on prenait une biopsie, quand on allait refaire une coloscopie jusqu'où on avait fait la couture, on se rendait compte que la maladie était déjà revenue. De là, tout le travail fait au niveau médical pour donner une dose de médicaments pour prévenir. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de changer l'histoire naturelle de la maladie de Crohn. On essaie de diminuer la chance qu'elle revienne. On comprend beaucoup plus ça qu'on le faisait dans le temps, là. D'où l'importance, justement, de votre collaboration avec les gastro-entérologues, parce que vous allez vraiment main dans la main trouver la bonne chirurgie, puis après ça, le bon traitement pour maintenir cette... soit la stabilité ou encore la rémission, carrément, chez les patients. Puis quand on parle de rémission, souvent, c'est la question que... Tu sais, moi, présentement, je suis dans une phase de rémission. Et quand je dis ça, les gens me disent « OK, donc c'est fini. » Je dis « Non, mais tu sais, ça peut revenir dans 1 an, ça peut revenir dans 25 ans. On le sait pas. 25, je serais vraiment très heureuse. Surtout avec mon historique. Mais c'est ces espèces d'effets-là ou de stades de rémission-là qu'on essaie d'aller chercher pour les patients en jumelant la chirurgie puis le traitement. Oui, parce que c'est ça. Ce que les gens mélangent quand vous leur parlez, c'est qu'ils confondent rémission et guérison. C'est ça. Une rémission, c'est que la maladie est à l'état latente, on n'a pas de symptômes. Une guérison, c'est qu'on est guéri complètement. Pour le cancer colorectal, par exemple, quelque chose que je connais, on dit qu'après 5 ans, s'il n'y a pas eu de récidive, on est guéri de ce cancer-là. Fait qu'on passe de rémission à guérison après 5 ans. Mais pour la maladie de Crohn, comme j'ai dit, on est en phase de rémission, on peut être en phase de rémission à long terme, mais on n'est jamais complètement guéri. Parce que ça peut se présenter vraiment partout. Oui, puis ça peut revenir à n'importe quand, une fois qu'on a eu le diagnostic. Mais oui, fait que le travail des gastro-entérologues et des chirurgiens est important. Dans notre centre hospitalier, on a maintenant, au fil des années, dépendamment c'est important d'avoir une bonne entente et d'avoir un intérêt à traiter les maladies inflammatoires de l'intestin parce que les gastro-entérologues ne font pas juste ça, eux non plus. Mais en ayant des chirurgiens colorectals sur place, on est quand même, nous, une grosse équipe et nos gastro-entérologues. Et il y a certaines des gastro-entérologues qui sont revenus dans les dernières années, spécialisés dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et on fait une réunion conjointe à tous les mois. D'ailleurs, elle est jeudi cette semaine, notre prochaine réunion. Parce qu'il y a certains cas complexes, puis clairement, la complexité au niveau médical. Moi, je pense que, comme chirurgien, on n'est pas les meilleurs placés maintenant avec toute la complexité des nouveaux biologiques. On a vraiment besoin de l'aide de nos gastro-entérologues. Puis eux connaissent pas
toutes non plus quand est-ce que ça serait le bon moment. Ils ne connaissent pas nécessairement toutes non plus la littérature au niveau chirurgical, comme l'étude dont on avait parlé. Mais tu sais, en regroupant nos connaissances, nos informations, en discutant des cas complexes, des cas très simples, c'est pas un problème. Mais à savoir, je vous donnais l'exemple, par exemple, est-ce qu'une fistule est nécessairement secondaire à une maladie inflammatoire? J'ai eu un cas comme ça avec une des gastro-entérologues, elle me l'envoie, elle était toute énervée parce que là, il y avait eu une petite fistule, tout ça. Mais c'est un monsieur qui a une colite ulcéreuse, qui est super, super stable. Probablement, c'est juste une infection cryptoglandulaire qui est arrivée chez un patient avec une colite ulcéreuse. Mais c'est en s'en parlant, pendant en discutant, qu'on est arrivé à un consensus et qu'on a pris une décision d'équipe. Fait que ça aide beaucoup. Et tout ça, c'est pour le bénéfice du patient, en fait. Puis vous parliez de justement, tu sais, moi aussi, choisir le bon moment pour opérer. Je pense qu'il y a certaines chirurgies pour lesquelles on veut attendre un petit peu. Des fois, on m'avait parlé, par exemple, quand on est sur des grosses doses de prednisone, c'est bon d'attendre un petit peu parce que, si je ne me trompe pas, ça diminue la capacité de cicatrisation du corps ou de rétablissement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que parfois, on va vouloir attendre un petit peu avant une chirurgie? Ah, absolument. Et c'est un bon point. Premièrement, les biologiques étaient vraiment considérés comme étant prohibitifs souvent pour opérer. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que probablement c'est pas le cas. Alors, avant, on arrêtait pendant une longue période avant d'opérer, puis le patient tombait plus malade, puis on ne s'aidait pas nécessairement. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. On essaie de coordonner le temps de l'opération avec la fin de la dose de la médication plutôt que de l'arrêter des mois durant avant l'opération. Un exemple, quelqu'un qui est sous une dose de biologique aux 8 semaines, on va essayer d'opérer vers la 6e, 7e ou 8e semaine à la fin du traitement. Comme ça, il y a peut-être moins de risques parce que c'est tous des médicaments qui diminuent le système immunitaire. Mm-hmm. Quand on fait une opération, le système immunitaire est notre ami pour la réparation, la guérison. Les stéroïdes, par contre, avec la prednisone, les cortisones à haute dose ont été démontrés comme augmentant les risques au niveau opératoire. Fait que les risques que ça va augmenter au niveau des infections de plaies, par exemple, ou des complications, je dis plombier fancy, on fait la couture, il faut que la couture, ça a besoin de globules blancs pour bien guérir, ça a besoin d'un processus inflammatoire. Et si les tuyaux ne guérissent pas, on peut se retrouver avec une fuite, des selles dans le ventre, une réopération. Et ça peut compliquer beaucoup de choses, un sac et tout. Quand je dis sac, je veux dire stomie. Alors, clairement, les stéroïdes à haute dose sont mauvais pour la guérison. Alors, on va des fois moduler la chirurgie qu'on va faire. On va la faire en plusieurs étapes pour maximiser les chances de guérison du patient. Fait que, clairement, ça l'est. L'autre facteur important, c'est la nutrition. En fait, des fois, quand les gens sont très malades pour la maladie de Crohn, ils vont avoir perdu du poids, ils vont avoir diminué ce qu'ils mangent parce qu'ils sont bloqués partiellement, tout ça. Alors, l'état nutritionnel du patient a un impact majeur sur la guérison aussi en chirurgie et ça va être une des raisons des fois pourquoi on va vouloir retarder la chirurgie. Si on peut, des fois, on va conseiller le patient avec des nutritionnistes et tout ça pour essayer de voir si on est capable en externe, ça veut dire à la maison, de maximiser, de refaire prendre le poids du patient. Mais dans les cas extrêmes, des fois, on hospitalise les patients pour leur mettre un cathéter spécial où on va les nourrir par les veines pour remonter leur système nutritionnel pour qu'ils soient en mesure de guérir et de diminuer les chances de faire les complications majeures de fuite, d'infection qui va vraiment, des fois, avoir un impact à moyen ou à long terme sur le résultat chirurgical. Ah, c'est intéressant parce que il y avait aussi une ligne de pensée dont j'avais entendu parler à l'hôpital général qui était de préparer les patients ou en fait leur donner un rôle actif avant leur chirurgie. Puis l'alimentation, la nutrition, c'est un des axes sur lesquels on a l'impression d'avoir un peu de contrôle. Et ça aide, par exemple, après je me souviens, j'avais un drainage d'abcès à un moment donné, il y a plusieurs années. Puis j'avais un voyage 2 semaines après, il fallait que j'aille au Japon. Mais tu sais, j'avais encore des mèches. Donc, c'était pas avec vous. J'avais encore des mèches à les faire changer au CLSC. Puis j'avais demandé à l'infirmière, mais là, est-ce que je peux quitter? Parce que, tu sais, c'est dans 3 jours, puis il me reste encore la mèche et tout. Puis elle m'avait dit, ben écoute, est-ce qu'on te dit que les protéines, ça aide à cicatriser plus vite? Est-ce que tu t'hydrates? Est-ce que tu dors bien? Puis on dirait que juste de m'être fait dire, j'ai 3 choses à faire, dormir, m'hydrater, manger autant que je peux, équilibrer, avoir mes protéines et tout, sachant que ça allait avoir, je sais même pas si c'est vrai, mais ça va fonctionner pour moi, mais sachant que j'allais avoir un impact sur ma propre guérison,
ça me donnait un peu, pas le contrôle de ma situation, mais un certain contrôle sur ma guérison au moins, ou ma préparation même pour une chirurgie. Oui, absolument. Bien, c'est sûr que le patient, c'est le partenaire dans tout le processus chirurgical. Et on a vraiment changé, je pense, au fil des années, comparativement à avant, où le médecin décidait tout, puis informait le patient un petit peu sur le bord. C'est complètement différent maintenant. Dès le début, c'est coacher le patient, puis de lui expliquer, puis on les fait venir à notre clinique préopératoire et ils ont un rôle à jouer important. Premièrement, quand on les voit, c'est de leur dire, il faut que vous soyez en forme pour votre opération. Pensez pas à perdre du poids, pensez pas à prendre moins soin de vous. Au contraire, mieux en forme vous allez être. La chirurgie, je dis souvent aux patients, c'est comme courir un marathon. Fait que c'est un gros stress pour le corps. Fait que si on est en forme, on est capable de beaucoup mieux le gérer que quand on est vraiment faible. Maintenant, il y a la situation inflammatoire qui va nous faire opérer un patient pour une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse active et que peu importe ce qu'ils vont faire, ce processus inflammatoire-là va déjà les rendre vulnérables. Alors, c'est d'autant plus important qu'au niveau de leurs protéines et de leur nutrition, ils maximisent ça. Fait qu'on a ce qu'on appelle de plus en plus des programmes de prehab. On appelle ça un peu comme ça, ou on appelle ça aussi, nous, on appelait ça le PUR, pour une récupération rapide, où on va vraiment enseigner aux patients qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour s'aider. Alors, la nutrition est vraiment importante. Protéines, on va leur dire quoi prendre, des boissons protéinées, par exemple, ils ne sont pas capables de prendre d'autres choses. On va leur dire de marcher. On va leur dire de diminuer au maximum la quantité de cigarettes, par exemple, s'ils fument. Parce que même s'ils diminuent ne serait-ce que quelques jours avant l'opération, ça va aider au niveau du risque anesthésique et chirurgical. Fait que le patient a besoin de savoir, si on ne donne pas cette information-là, il ne peut pas savoir qu'est-ce que lui a le contrôle de faire pour s'aider dans sa guérison. Puis les gens qui ont la maladie inflammatoire de l'intestin sont très proactifs là-dedans. Ils veulent avoir un contrôle sur leur maladie, sur leur vie, sur leur guérison. Ils veulent être partenaires là-dedans. Fait que c'est souvent des gens qui sont très motivés à ça. Et puis, moi, je me gêne pas des fois pour leur donner des antibiotiques s'ils partent en voyage. Tu sais, si jamais tu es mal pris, bien, ça peut te sauver. Ouais. De commencer, tu sais, les gens qui font des abcès à répétition, c'est bien dommage, là, mais quand tu es dans le milieu de l'Inde puis tu es mal pris, bien, au moins, tu as tes petites pilules avec toi, tu les commences, tu devances ton rendez-vous, ton vol et tu reviens. Alors, ça donne un contrôle aussi. Il y a plein de façons de faire ça. Mais une préparation pour une chirurgie, il y a tout l'aspect physique, mais aussi il y a l'aspect mental qui compte là-dedans. C'est de bien expliquer aux patients qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie, quoi vous attendre avant, pendant, après. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus transparent là-dedans parce que le patient, justement, il a un rôle à jouer. Puis je pense que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans le passé, que le patient soit au courant, ça va l'aider dans ce contrôle-là. Maintenant, il y a certains patients qui vont nous dire « Moi, je ne veux pas rien savoir, docteur. » Mais on est obligé quand même de vous dire un petit peu ce qui va se passer parce qu'on a besoin de votre consentement. On ne va pas juste faire ce qu'on veut. Il faut que vous nous donniez l'autorisation, il faut que vous compreniez les risques, les bénéfices. Alors, on le comprend beaucoup mieux, ça, maintenant. Mais c'est sûr que l'implication personnelle du patient va selon sa personnalité, sa compréhension de la maladie, sa culture, le soutien qu'il a aussi. Puis souvent, c'est ça, c'est quand je vais voir un patient pour une opération, je vais leur demander qu'ils viennent accompagner. Parce qu'on sait aussi que le patient retient à peu près juste 30% de ce qu'on lui dit. Ça, il y a plein d'études qui montrent ça. Alors, il faut vous rencontrer souvent plus qu'une fois, il faut répéter, et s'ils sont accompagnés, bien, au moins, ça aide. Fait que ça, c'est tout ce genre de choses-là qu'on peut faire pour s'aider, là, mais c'est certain qu'au niveau nutritionnel, le patient, c'est important de bien le coacher. Non, c'est certain. Puis mais c'est intéressant vraiment comme évolution parce que justement, tu sais, ça n'a clairement pas toujours été le cas. Ben, moi, mon parcours est assez jeune quand même, là. Mais par le passé, pour avoir connu des gens qui ont subi des chirurgies il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas le même accompagnement. Maintenant, c'est intéressant de voir justement qu'on se donne cette capacité-là. Puis vous parlez de l'accompagnement aussi. Je pense qu'un des éléments qui est intéressant, c'est qu'une personne qui va avoir un bon cercle autour d'elle de soutien va mieux récupérer après une chirurgie qu'une personne qui serait seule. Oui, puis ça, c'est aussi à nous de pouvoir aider le patient. Tu sais, comme je vous parlais du réservoir pelvien, par exemple, on a un groupe de patients partenaires qui sont
qui nous ont donné leur information personnelle et qui sont disponibles pour parler aux patients. Parce que quand je coach quelqu'un pour leur parler d'un réservoir pelvien, je leur fais rencontrer notre stomothérapeute. Les stomothérapeutes, c'est des spécialistes dans tout ce qui est stomie, mais aussi dans tout ce qui est coaching du réservoir pelvien. Et c'est eux qui ont toute notre banque de données de patients qui peuvent fournir de l'information aux patients. Ça, il y a beaucoup de croyances par rapport aux stomies chez les patients. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de questions. Alors souvent, quand je vais parler de la possibilité d'un sac chez le patient, je vais aller chercher ma stomothérapeute qui souvent va à sa clinique en même temps que moi, juste pour lui présenter le personnage. Parce que je pense qu'ils s'attendent à avoir, je sais pas, ils s'imaginent plein de choses. Parce que quand tu montres un visage accueillant, regardez, je vous présente une de nos 2 stomothérapeutes, vous allez pouvoir appeler, prendre rendez-vous, c'est une séance d'information d'1 heure, venez accompagner. Ça aussi, ça fait partie de toute la préparation psychologique pour s'attendre au pire. Et peut-être qu'ils n'auront pas besoin de sac, mais au moins, ils vont avoir été préparés plutôt que de se réveiller sans avoir aucune idée, se retrouver avec un sac, pas savoir quoi faire avec, puis là, avoir ces 30 000 questions-là, en plus de la fatigue de l'opération, de la complication s'il y en a. Des fois, on n'a pas le choix, c'est des chirurgies d'urgence. Mais quand on a l'opportunité de le faire, c'est important, je pense, de pouvoir le faire. Ah, mais ça, c'est génial. Parce que même, c'est ça, sur les groupes de discussion, c'est on voit vraiment la différence entre les gens qui se sont réveillés, par exemple, souvent après un accident avec une stomie, un accident de voiture, il y a eu des chirurgies nécessaires, ils ont une stomie temporaire, peu importe, ou même des gens qui ont eu un cancer, qui n'ont pas de symptômes, qui se réveillent avec une stomie, versus ceux qui ont eu du temps. Dans mon cas, j'ai eu 3 ans à peu près pour me faire aller. Au final, c'est moi qui l'ai demandé. Mon médecin m'en parlait tranquillement. Quand t'es prête, on va être rendu là. Quand t'es prête, au début, je voulais rien savoir. Puis je suis pas la seule dans cet état d'esprit-là qui, au final, juste se renseigner, rencontrer la stomothérapeute, moi, ça a été un coup de foudre professionnel, si on peut dire, dans le sens où ces gens-là sont habitués, peuvent dédramatiser, pas d'une façon paternaliste ou rien, là, vraiment juste, ils viennent expliquer la situation, adapter aussi, voir un peu où est-ce qu'on installe la stomie idéalement pour fonctionner avec le type de vêtements ou le mode de vie, tu sais, l'approche aussi, juste... moi, ce que j'avais beaucoup aimé de ma rencontre, c'était que son approche, c'était « Qu'est-ce que tu as hâte de pouvoir refaire une fois que tu vas avoir ta chirurgie? » Parce que c'est un peu ça aussi dans les chirurgies, justement, comme type de traitement, c'est de voir un peu comment on peut accompagner le patient. Mais c'est bon que vous ayez ça, même l'espèce de, pas de groupe de soutien, mais de... Bien, c'est une banque de personnes qui... Puis ce qu'on essaie, c'est on essaie d'avoir des gens où ça a très bien été, des gens où ça a moins bien été, parce qu'il faut être capable de donner les 2 faces de la médaille aux patients. On n'est pas là pour leur compter des mensonges. On a eu des patients qui sont sur cette liste-là, qui vivent très, très bien avec soit une stomie ou un réservoir. On en a d'autres qui ont choisi un réservoir qui sont finalement, ils ont dit, moi, je veux une stomie, c'est l'enfer, un réservoir, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences pour plein de raisons. Alors, c'est de pouvoir discuter librement, puis, tu sais, nous... Oui, on connaît beaucoup de choses, mais on ne l'a pas nécessairement vécu et on oublie probablement de dire certaines petites choses du quotidien qu'on ne pense pas que le patient, lui, n'oubliera pas. Moi, c'est sûr que si je m'étais fait dire ça, ça m'aurait aidé à comprendre, à accepter, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Alors, je pense que cette combinaison-là entre le professionnel qui va pouvoir parler des risques chirurgicaux, mais du côté professionnel, et quelqu'un avec une approche beaucoup plus personnelle, bien là, t'es gagnant, c'est sûr. Et t'as la stomothérapeute qui est à travers tout ça. Fait qu'on est vraiment un groupe. Il y a des groupes pour les stomisés, il y a des revues. J'ai écrit là-dedans plusieurs fois, ils nous ont approchés. Et tu sais, il y a plein de choses qui sont disponibles. Il faut juste le savoir. Il faut être capable de fournir l'information aux patients. Si on a l'opportunité de le faire parce qu'on a du temps, c'est sûr que quand c'est en urgence, ben il faut coacher le patient après. Il faut lui dire qu'il y a des ressources. Faut pas ça peut être un petit peu plus dur, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais ces ressources-là sont là quand même. Fait que c'est important, je pense, c'est la prise en charge au complet du patient. C'est ça qui est satisfaisant, c'est que le patient, je crois, malgré tout, va avoir un cheminement positif malgré la difficulté que c'est, surtout dans les maladies de Crohn. Là. Mais tu sais, souvent, ce que je dis aux patients, parce que c'est ça, des fois, les patients doivent tomber très, très malades avant d'accepter d'être opérés.
Puis, j'ai une patiente pour laquelle sa maladie progressait là, vraiment depuis déjà plusieurs années, qui refusait toujours toute opération et qui a fait une méningite aux soins intensifs dans le coma avant de finalement accepter. Puis elle l'a jamais regretté par la suite, mais elle, son cheminement, il avait été comme ça, elle avait besoin de toutes ces étapes-là pour y arriver, mais on l'a jamais laissé tomber, et puis on peut juste aider les gens quand ils sont prêts à être aidés. L'autre affaire aussi dans les maladies inflammatoires, souvent, c'est que les patients, je pense qu'au fil du temps, perdent la notion de c'est quoi ne pas être malade. Mm-hmm. Quand on a une inflammation sous-jacente depuis des mois, des années, puis c'est ça que je leur dis, je les dis, vous avez l'impression que vous êtes bien, mais vous vous battez contre une inflammation continuelle depuis des années. Et souvent, quand on les opère, ils vont vraiment tomber assez bas. Ça va leur prendre plusieurs mois, des fois 1 an ou 2. Ils vont dire, mon Dieu, je me rendais pas compte comment j'étais toujours malade, toujours fatiguée. Même si on leur dit, nous, c'est eux qui vont le vivre, puis après, ils vont se rendre compte, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Oui, absolument. Mais il faut prendre le temps, puis il faut que le patient ait son cheminement personnel. On peut pas, c'est pas à nous à dire, on peut dire, nous, vous êtes rendus là, je pense que vous avez besoin d'une opération. Mais après ça, s'il n'y a pas d'urgence en tant que telle, c'est au patient aussi à décider. Parce que des fois, la perception, il y a toute l'image corporelle aussi, des fois, qui est impliquée là-dedans. Alors, c'est compliqué, là, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais il y a toujours des façons de s'en sortir. On trouve ne serait-ce qu'il y a des groupes, justement, où c'est plus... Moi, je suis une femme, il y a des groupes où c'est plus des femmes. Puis, on se donne des trucs. On trouve le meilleur bikini taille haute, on se l'envoie, laisse faire les One Piece, achète ça va être génial. Des sous-vêtements. J'avais écrit, moi, quand il y avait été question au tout début d'une stomie en 2016-2017, on m'en avait parlé pour la première fois, tâter le terrain doucement. Puis, j'avais écrit à une fille que je connaissais qui en avait eu une vers 16-17 ans. Puis elle me disait, écoute, moi, c'est comme ça que je fonctionne, même dans l'intimité. Quel genre de sous-vêtements tu portes? Comment ça fonctionne avec un conjoint, une conjointe? C'est des petits trucs comme ça qu'on n'ose pas parler, mais c'est vrai que ça peut bouger beaucoup de choses, mais en même temps, il faut le faire quand on est prêt. Je pense que c'est là aussi que l'acceptation, quand on peut le faire, là, c'est là que l'acceptation est plus facile aussi parce que on a cheminé par plein de choses. Je pense que la phrase clé dans mes dernières années avant la chirurgie, quand mon chum me disait « ça va? » Puis oui, c'est juste que j'ai mal. Mais c'est comme si j'ai mal, c'était votre normal. C'était mon normal. C'est ça. Avoir mes 2 sacs magiques à longueur de journée sur moi parce que la douleur était là, ou travailler dans mon bain parce que c'est ça me calmait. Mais ça va, c'est juste que j'ai mal. Mais c'est ça, c'est pas ça. On oublie que c'est pas ça, la normalité. Puis on croit pas, on dirait qu'on peut surmonter ça, mais ça se peut. Oui, ça se peut. Puis les patients sont résilients, puis ils ont plein d'idées. Tu sais, j'en suis plein de patients là, qui ont des stomies, puis des fois, ils m'arrivent « je dis aussi, vous avez eu ça? » Tu sais, je leur demande l'info, il faut le donner à notre stomothérapeute pour qu'on puisse le transmettre à d'autres patients. Il y a des gens qui sont vraiment créatifs, puis il y a des gens qui, tu sais, ils cherchent un peu partout parce que, veut pas, avec l'information, maintenant, l'Internet, il y a plein de choses partout à travers le monde, fait que c'est intéressant des fois ce qu'ils sont capables de trouver. Puis dans mon domaine, où mon centre hospitalier est, on n'a pas une population nécessairement très nantie, on a une population vulnérable, pas toujours beaucoup de sous. Fait qu'il faut trouver des fois des solutions qui sont pérennes, pas trop chères. C'est intéressant de... Puis tu sais, je pense que quand tu dis ça au patient, le patient, il est full valorisé aussi, là. Alors, c'est positif, mais tu sais, c'est véritable. Là, quand je leur dis ça, ils le voient de toute façon. C'est vraiment intéressant de voir comment ça les valorise, puis ça peut... Je dis, vous allez pouvoir aider quelqu'un, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça, c'est une bonne idée, tu sais. Absolument. Fait que ça peut être très positif, en fait. Oui, puis ça peut être des petites choses, tu sais, les sous-vêtements, avoir les bonnes bobettes. Je suis assez courte sur pattes, moi, le sac, s'il n'est pas dans un sous-vêtement particulier, ça fait des petites plaies sur mes cuisses, à cause des fois d'accrochage ou du frottement, puis une fille dans mon équipe de Balmol qui fait des bobettes sur mesure. 100% coton, donc approuvé par les gynécos. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit pardon, je vais t'en commander parce que même les sous-vêtements adaptés sont très chers. C'est ça. Mais justement, quand on trouve un modèle chez H&M ou chez Simons qui sont pas chers, qui sont très taille haute, on s'envoie ça sur les groupes de discussion, là. Mesdames, paquet 6-5, achetez-en. C'est niaiseux, mais c'est des petits détails comme ça qui font des différences, là. Oui, absolument. Puis le patient, il
il est intéressé à participer à ça. Et je pense que c'est de recueillir l'information puis d'être capable, justement. C'est vrai qu'avec les groupes de discussion, Facebook, tout ça, ça l'a permis beaucoup de faire ça. Fait que les patients, ils disent « Ah oui, j'ai partagé ça. » Tu sais, comme que surtout avec la pandémie, ça l'a explosé, tous ces petits groupes de discussion-là. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Alors, ça, c'est super intéressant que les patients participent à ça. J'aimerais conclure peut-être, parce que là, je vais leur avancer, sur la question que j'aurais peut-être voulu vous poser au début. Qu'est-ce qui a fait... Parce que c'est une drôle de spécialisation quand même, le colorectal. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ça? En fait, c'est une super spécialité. Premièrement, tu décides si tu t'en vas en chirurgie ou en médecine, souvent assez rapidement dans ton parcours, selon ta personnalité. C'est deux branches vraiment différentes. La chirurgie colorectale, ce qui est intéressant, c'est que, on traite et des hommes et des femmes, on traite et des jeunes et des vieux, parce qu'en gynéco, on traite surtout des femmes. En uro, on traite surtout des hommes. Mais c'est ça, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'aime beaucoup l'onco. J'aime beaucoup les patients avec les cancers. Alors, on suit des patients à long terme quand on a des patients avec les cancers. Fait que ça, c'est intéressant. Si on aime ça, faire le suivi, puis être vraiment le chef d'orchestre de tout ça. Et souvent, la complexité, c'est ça, les traitements les plus difficiles, ça va être les cas onco complexes ou les maladies inflammatoires qui vont vraiment apporter un challenge au niveau chirurgical, processus décisionnel. Fait que c'est assez varié, mais d'un autre côté, on a aussi 2 petits endroits où on peut peut-être se relaxer un petit peu plus, où on fait les coloscopies. Fait qu'on fait des coloscopies qui sont des journées, pour nous, comme chirurgiens, sont souvent assez relaxes, plus faciles, moins exigeantes. Et l'anorectale, qui est tout ce qui est maladie bénigne de l'anus, les hémorroïdes, les fissures, les fistules, ce genre de choses-là, qui est vraiment méconnu en chirurgie générale et qui, souvent, on va voir un patient qui va avoir vu plein de monde ou qui va avoir eu des problèmes depuis longtemps, plusieurs années, et avec peu de visites et des traitements vraiment ciblés, on va faire une grosse différence dans la qualité de vie de ce patient-là. Fait que ce patient-là, il nous voit, you're better than God. T'sais. Pourtant, c'est un problème relativement simple, qui n'est pas un cancer, qui n'est pas une maladie inflammatoire, mais qui va avoir un impact majeur sur la qualité de vie du patient. Fait que c'est vraiment valorisant. Alors, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi de faire ce métier-là. Suivre les patients à long terme. Là, ça fait presque 20 ans que je suis en pratique. Fait que là, je vois mes patients qui sont guéris de leur cancer, mais qui viennent pour leur coloscopie de suivi. Là, ils rentrent dans le bureau, je suis avec eux, ils m'embrassent. Comment ça va, docteur Poirier? Comment vont vos enfants? Puis vous, votre mari, blablabla. Tiens, bon, on jase. Puis il y a quelque chose qui s'établit. Qui c'est vraiment le fun, tu sais, fait que c'est sûr que des fois, ça peut causer des difficultés quand on a des mauvaises nouvelles à apprendre, mais ça fait partie du métier. Mais c'est vraiment tout ce spectre-là qui fait que j'aime beaucoup ça, ce métier-là. Bien, écoutez, je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait pu se parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on a renseigné des gens sur peut-être des chirurgies qu'ils ont eues, qu'ils vont avoir éventuellement ou pas, mais au moins quand on sera rendu à ce type de décision ou d'étape-là, on va savoir un peu plus à quoi s'attendre. Puis je suis contente d'avoir eu cette discussion-là avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.